Bonjour, alors je vais bien sûr vous parler du conflit USA plus Israël face à l'Iran et voir dans cette vidéo qu'est-ce qui pourrait se passer si le conflit devait s'enliser dans les semaines qui viennent. Pour l'instant, on est dans une situation d'enlisement, hein, ça fait 9 ou 10 jours que le conflit a commencé et il n'y a toujours pas de signe de résolution de celui-ci. Alors, donc, avant d'aborder ce sujet, on va voir quels seraient les bons scénarios et les mauvais scénarios possibles dans les semaines qui viennent. Donc les bons scénarios, c'est très simple, ce sont tous les scénarios dans lesquels le détroit d'Ormuz réouvrirait d'ici 2 semaines, puisque 2 semaines, c'est à peu près le temps qui reste, en tout cas c'est l'estimation que fait la grande majorité des experts. Donc c'est le temps qui reste avant qu'il y ait des problèmes logistiques, d'approvisionnement vraiment sérieux sur l'économie mondiale qui apparaissent. Alors évidemment, le premier bon scénario, ça serait la chute du régime iranien, donc dans les 2 semaines. Hein. Donc voilà, ils abandonnent la partie parce qu'ils ne sont plus en état de combattre. Bon, pour l'instant, on voit pas de signaux de ce type arriver, mais ça peut arriver. Deuxième possibilité, ça serait que les États-Unis abandonnent la partie. Donc, typiquement, on pourrait imaginer que d'ici 10-15 jours, il y a des pressions qui deviennent intenables de la part de tous leurs alliés du Moyen-Orient, de la part des opinions publiques occidentales, qu'il y aurait suffisamment de bazar déjà sur les marchés aussi pour que les États-Unis décident d'arrêter. Donc on verrait à ce moment-là Donald Trump dire qu'il a remporté une magnifique victoire, qu'il a détruit totalement les installations iraniennes, qu'il a rempli tous ses objectifs et que donc il n'a plus besoin de rester là. Et on aurait les Iraniens qui salueraient cette déclaration en envoyant quelques missiles sur Israël et puis les choses se tasseraient ensuite. C'est une possibilité aussi. Donald Trump est quand même quelqu'un de pragmatique et s'il sent que les choses ne se passent vraiment pas comme prévu et que ça sent trop le roussi, sans doute qu'il saura s'arrêter à temps. Ensuite, on peut avoir un régime iranien qui se maintient, mais un peu comme au Venezuela, en choisissant des dirigeants plus coopératifs. Bon, dans ces cas, pareil, hein, Donald Trump déclara qu'il a remporté une victoire totale. Et puis, il laissera le régime iranien en place, mais à condition qu'ils se mettent à coopérer avec les États-Unis et qu'ils se coopèrent beaucoup moins avec la Chine et la Russie. Hein, ça serait une semi-victoire des États-Unis à ce moment-là. Et puis, on peut avoir aussi une situation confuse dans laquelle le régime iranien se maintiendrait plus ou moins, ou bien il y aurait une situation trouble à l'intérieur avec une semi-guerre civile, mais ils ne seraient plus en état de bloquer le détroit d'Ormuz parce que toute leur énergie serait à ce moment-là focalisée sur le maintien de l'ordre intérieur plutôt que sur le combat extérieur. Donc voilà pour les bons scénarios. Et après, on a les mauvais scénarios qui sont possibles aussi. Donc les mauvais scénarios, ça serait tous les scénarios dans lesquels les Iraniens seraient en capacité de maintenir leur création de désordre, comme en ce moment, dans le détroit d'Ormuz, et seraient en mesure de la maintenir plus de 2 semaines. Donc si ça, alors il y a deux variantes. Il y a la variante totale, c'est-à-dire comme en ce moment, hein, quasiment aucun navire ne franchit le détroit d'Ormuz. Donc la demande, c'est 20 millions de barils par jour qui sont perdus. Bon, il y a des solutions de contournement partielles pour, on va dire, à peu près 40%, mais il y a quand même 12 millions de barils par jour qui manquent à l'appel, donc c'est quelque chose qui est quand même énorme. Et puis, il y a la variante atténuée. On a vu des déclarations dans ce sens des autorités iraniennes, mais elles ont des déclarations parfois contradictoires, dans lequel on aurait des pays jugés coopératifs avec l'Iran, en tout cas non liés aux États-Unis, qui seraient autorisés à prendre le pétrole. Bon, il y a la Chine et l'Inde, notamment. Et à ce moment-là, ça atténuerait bien sûr en partie, mais en partie seulement, les problèmes liés à la logistique dans le détroit d'Ormuz. Donc voilà, pour l'instant, on n'est pas capable de dire lequel de ces scénarios va l'emporter, hein, bien sûr. Mais bon, dans cette vidéo, je vous propose de regarder qu'est-ce qui se passerait si il y avait ces mauvais scénarios qui devaient se réaliser. Alors,
On n'aura pas déjà de destruction significative de demande pétrolière mondiale, à mon avis, tant que les prix n'auront pas atteint des niveaux de l'ordre de $200 le baril. Lorsqu'on était à 130, 140 au sommet du conflit Russie-Ukraine, ça n'a pas du tout impacté la demande mondiale. Les économies prennent un choc, effectivement, un choc inflationniste relatif, mais les gens continueront d'acheter du pétrole. Il faudrait vraiment que... Donc, on aurait probablement des prix qui atteindront cette zone-là de l'ordre de $200 le baril. On verrait les prix monter de $5 tous les jours. C'est ce qu'on voit déjà en ce moment, hein. Très probablement, à l'ouverture des marchés la semaine prochaine, lundi, on va passer les $100, aussi bien sur le Brent que sur le WTI. Et puis ensuite, on ira vers cette zone de $200. Donc on aurait des disruptions, des problèmes d'approvisionnement, des très fortes hausses de prix, pas seulement pour le pétrole, mais sur des tas d'autres produits, hein. Il y a les engrais, il y a l'industrie chimique, notamment le soufre, qui est utilisé dans toutes sortes de composants industriels, donc qui est essentiel. Il y a les plastiques et encore de nombreux autres produits, sans compter les problèmes dans les transports. Donc ça, c'est une chose qui arriverait. On aurait tout de suite une explosion à la hausse de l'inflation, non contrôlable par les banques centrales, parce que même si les banques centrales montent leurs taux pour contrer l'inflation, c'est pas ça qui va créer des barils de pétrole. Donc là, elles sont totalement impuissantes. Il est probable qu'au contraire, à ce moment-là, les autorités monétaires se concentrent plutôt sur la création d'emplois ou sur l'atténuation du risque de récession et décide d'instaurer des taux réels négatifs. Donc, carrément, elle pourrait baisser les taux ou maintenir les taux en l'état, même si l'inflation se met à flamber. Comme après la Deuxième Guerre mondiale, hein, ce seraient des contextes de conflits militaires, de répression monétaire et donc de taux réels fortement négatifs. Les actifs anti-inflation, l'or, l'énergie, les matières premières, j'en ai parlé à de nombreuses reprises dans les vidéos précédentes, ils seront évidemment bien adaptés pour atténuer ce choc, mais on va voir qu'il y a des nuances quand même. Donc l'impact en cas de mauvais scénario, soyez conscients qu'il serait d'un tout autre niveau que celui du conflit Russie-Ukraine. Le conflit Russie-Ukraine, c'était juste trouver des routes alternatives pour les 10 millions de barils par jour produits par la Russie. Comme les sanctions se sont faites progressivement, globalement, les opérateurs ont réussi à changer leur route. Donc, c'était juste un changement de client, hein. La Russie vendait à l'Europe et aux États-Unis. Et à la place, elle a vendu plutôt à l'Asie. Et il y a eu une réorientation de la logistique, des transports qui a plus ou moins fonctionné. Il n'y a pas eu de rupture dans l'approvisionnement mondial. Là, c'est une autre histoire. Il y a 20, pour l'instant, on a quasiment 20 millions de barils par jour, c'est-à-dire 20% de la production mondiale, 2 fois la production de la Russie, qui est bloquée, qui est totalement bloquée. Donc, l'impact, il n'a absolument rien à voir avec le conflit Russie-Ukraine. Il est infiniment plus puissant. Donc, il faut remonter pour trouver quelque chose de similaire au choc pétrolier premier choc pétrolier, donc d'octobre 1973 après la guerre du Kippour. Et même lors de ce choc pétrolier, il y avait eu un embargo des pays arabes contre les États-Unis et certains de leurs alliés, mais pas contre l'ensemble des pays du monde. Et il y avait une hausse, donc ils avaient décrété une hausse de 70% au début des prix du pétrole. Mais en fait, les prix du pétrole, à l'époque, ont fait x3 ou x4. L'impact cette fois, si vraiment on avait un scénario, la variante totale, c'est-à-dire blocage quasi complet du détroit d'Ormuz, serait encore supérieur à celui du choc pétrolier de 73. Et en variante atténuée, on aurait quelque chose d'assez similaire, par contre, hein, qui serait... donc certains pays pourraient quand même prendre le pétrole en partie, d'autres seraient bloqués. Bon, voilà, c'est ce qu'on pourrait attendre. Donc maintenant, ce que je vous propose de voir, c'est qu'est-ce qui s'est passé lors des chocs pétroliers des années 70 sur les marchés, pour qu'on se rende compte de ce qui pourrait nous attendre en cas d'évolution défavorable.
Donc, sur les années 70, je vous propose de regarder le premier choc pétrolier qui est quand même le plus significatif, hein, le second en 1978 avec une ampleur partiellement atténuée parce que les Occidentaux s'étaient un peu habitués déjà. Euh, alors, il y a eu une baisse très importante du Dow Jones. Donc, le choc pétrolier s'est produit là en octobre 1973. Donc, à l'époque, vous voyez, le Dow Jones était à 975 et il est tombé à 575 un an, 2 ans, pardon. Oui, c'est ça, un an, pardon, un an plus tard. Donc, un an plus tard, on a eu une baisse bon, de l'ordre d'une quarantaine de pourcents. Mais à l'époque, le marché avait déjà engagé un mouvement de retournement baissier. Donc en fait, les économies étaient en train d'entrer en récession déjà depuis le début de l'année 1973. Donc on avait déjà entamé un mouvement de baisse sur le Dow Jones. Il y a eu un petit rebond avant le choc pétrolier et puis après, bon, le choc pétrolier a aggravé la situation. Donc, on a eu ici une forte baisse. L'embargo a été levé, donc il y a une phase de résolution plus ou moins du conflit. Ça pourrait arriver là aussi. Donc rebond et puis après ça continue à baisser parce que il y a eu un choc récessif sur les économies et là aussi ça serait quelque chose qui devrait arriver si ça se produisait. Donc on pourrait attendre un mouvement de ce type sur les indices en cas d'évolution défavorable. Je pense que c'est tout à fait réaliste. Alors pour le second choc pétrolier, la situation avait été bien différente. Donc il avait commencé à la fin de l'année 78. Bon, il y avait eu finalement, les indices ont peu réagi. Donc vous voyez, après ce choc-là, il y a eu plutôt une phase de légère hausse des indices. Donc à ce moment-là, ils avaient quand même bien encaissé la situation. Mais il y avait eu auparavant déjà en données, là c'est un graphique en monnaie courante, mais en monnaie constante, il y avait déjà une baisse importante des indices et les ratios de valorisation étaient extrêmement bas à la fin des années 70, donc on ne pouvait plus trop baisser. Mais là, on est plus dans une situation analogue, à mon avis, à celle du premier choc pétrolier. Alors, est-ce que dans ce contexte-là, les actions pétrolières ont constitué un refuge? Alors, vous allez voir que la situation n'est pas si brillante que ça, en fait, pour les valeurs pétrolières. Je vous montre ici le graphique d'Exxon. Et la partie qui nous intéresse, donc je vais zoomer, hein, donc ici, je vais zoomer encore un petit peu plus. On va aller sur donc les années 73-74. Donc voilà, pour le graphique d'Exxon, qui est un peu une valeur emblématique, qui a toujours été une major oil, baromètre du secteur. Donc, septembre 1973, on est là. Alors, elle commence effectivement par monter un petit peu sur la fin de l'année 73, juste après le choc pétrolier, mais pas tant que ça. Et après, elle engage une phase de baisse quand même importante, hein, puisqu'on part d'un cours de 1,34 et on arrive à 0,8, 0,9. Bon, la bonne nouvelle, c'est que sur le long terme, par contre, hein, c'est bien. Donc, effectivement, les conséquences long terme du choc pétrolier, Exxon a rempli son rôle de valeur défensive face à l'inflation, très très correctement, mais il y a une phase de baisse initiale quand même significative. C'est la même chose pour Chevron, qui est une autre valeur témoin du secteur. Donc ça, c'est le site MacroTrends qui propose ce type de graphique avec de nombreux graphiques historiques de long terme. Donc c'est un site intéressant pour ça. Bon, c'est le même constat, hein. Vous voyez ici, on arrive ici en septembre 1973 et il y a une phase de baisse initiale qui correspond à la phase de crash des indices généraux. Donc, en cœur de tendance baissière, si on a un mauvais scénario et que ça entraîne une grosse vague baissière sur les indices, il risque d'y avoir ce type de comportement. C'est-à-dire qu'il risque d'y avoir une situation où même les valeurs pétrolières, elles baisseraient moins, mais elles ne constitueront pas pour autant
au moins pour les grosses capitalisations, pour les ETF pétroliers, si on achète sans être sélectif, sans être très exigeant sur les critères value, eh ben, il pourra y avoir quand même une phase de baisse initiale avant qu'au bout de plusieurs années, ces valeurs pétrolières ne jouent leur rôle de valeur refuge. Les mines d'or, ça a été mieux. Donc, vous voyez ici donc, sur le choc pétrolier qui a commencé à peu près ici. Là, par contre, elles ont monté directement dès le début. Mais le problème, c'est que les valorisations des mines d'or à l'époque étaient faibles et qu'aujourd'hui, on est sur des ratios de valorisation qui sont déjà très hauts sur les mines d'or. Donc, à mon avis, si les indices devaient corriger violemment dans les mois qui viennent, les mines d'or ne vont pas jouer de rôle de valeur refuge parce que les valorisations sont trop élevées aujourd'hui. Je vous montre les ratios de valorisation d'Exxon. Donc, c'est un article du blog The Crude Chronicles. Donc, en 1973, on était par là, on était déjà sur des ratios valeur d'entreprise sur EBITDA assez bas, on était en dessous de 4. Et malgré ça, il y a eu quand même une baisse d'Exxon au début. Et après, on a passé des années avec des ratios de valorisation extrêmement bas, donc des ratios valeur d'entreprise sur EBITDA en dessous de 3 pour Exxon. Aujourd'hui, on était à 6, un petit peu plus de 6 lorsque le blogueur Crude Chronicles a fait son graphique. Et on est même actuellement aux environs de 9,9. Donc on est assez haut. On n'est pas du tout en bas de fourchette en termes de ratio valeur d'entreprise sur EBITDA pour Exxon. Donc ça fragilise la valeur face à une baisse des marchés. Donc, même si le baril devait aller à $200, ok, Exxon gagnerait énormément d'argent. Mais le problème, c'est que comme les ratios de valorisation initiaux sont un peu hauts, ils ne sont pas très hauts, ils ne sont pas déraisonnables, hein, ils sont tout à fait acceptables, mais ils ne sont pas en bas de fourchette, le titre pourrait quand même se révéler moins défensif que prévu dans les premiers mois. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire. Hein. Si on a un mauvais scénario, le fait de mettre indice sans distinction, sans sélection value extrêmement sévère, 40 ou 50% de son patrimoine en valeur du secteur énergie, c'est-à-dire d'acheter des ETF pétrole, des ETF gaz, etc., ou des majors pétrolières sans trop réfléchir, en se disant, bon, ben là, je suis assuré de toucher le jackpot si le baril va à $200, ça ne va pas forcément fonctionner si bien que ça. Parce que il y a les problèmes de valorisation qu'on a. Donc, la stratégie d'avoir, ce que je propose, hein, d'avoir 10 ou 12% de son patrimoine en or physique et un gros tiers de son patrimoine financier en actifs anti-inflation, c'est-à-dire les actions du secteur pétrole, gaz, charbon, huile de palme et engrais, 35-40% du portefeuille positionné là-dessus. Ça, je suis convaincu que ce sera une excellente stratégie à horizon de 3-4 ans. Je ne peux pas du tout vous garantir qu'à horizon de 6 mois ou 12 mois, ça va suffire pour contrer un mouvement de baisse massive des marchés en cas de mauvais scénario. Il faudra accepter une certaine volatilité, il faudra accepter une certaine baisse des portefeuilles sur ces 6-12 mois. Et ensuite, on gagnera quand même très bien sa vie sur le long terme. Mais il y a quand même ce risque que je voulais vous signaler. Il n'y a pas de solution miracle. On pourrait se dire, OK, dans ces cas, on vend tout aujourd'hui, on passe 100% liquide et on sera tranquille. Mais le problème, c'est que le mauvais scénario n'est pas non plus garanti. Il peut très bien arriver que d'ici 15 jours, on ait un bon scénario qui se réalise, hein, que les États-Unis laissent tomber la partie ou que l'Iran, le régime iranien s'effondre. Et dans ces cas, on aura une forte hausse des marchés, y compris des valeurs pétrolières, si elles sont bien choisies au départ, parce que malgré tout, il y a quand même un bazar important qui a été mis et le baril ne va pas revenir à $60 comme ça d'un coup. Donc, si à ce moment-là, il y aura un gros rebond et si vous êtes 100% cash,
ça sera dommage. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une certaine proportion de liquidité, hein, qui peut être moi, je vais passer progressivement peut-être à 20-30% globalement, hein, sur le patrimoine financier. Garder les actifs du secteur énergie, garder de l'or physique, bien sûr. Et puis, bon, après, on suit les développements et en fonction de ce qui arrive, on verra s'il faut augmenter encore les liquidités ou pas. Mais voilà, on ne peut pas tout miser non plus aujourd'hui sur sur le scénario du pire, parce que ça serait passé à côté de tas d'autres scénarios qui sont possibles. Et l'autre point essentiel que je souhaite vous faire passer, c'est que dans la part, les 30-40%, les 35-40% d'actifs anti-inflation à avoir dans son patrimoine financier, la clé du succès, au moins sur le long terme, ça sera dans la sélectivité des valeurs. C'est pas du tout la même chose d'acheter du Exxon aujourd'hui qui est relativement valorisé en haute fourchette et d'acheter des small mid caps pétrolières qui sont beaucoup moins chères et qui sont capables, qui offrent des rendements sur dividendes beaucoup plus élevés. Bon, il y a Total Gabon, mais il y en a des tas d'autres. Et à ce moment-là, qui vous protégeront quand même nettement plus efficacement en diversifiant sur le pétrole. Il y a des opportunités sur les valeurs gazières, il y a des opportunités sur les valeurs charbon qui ont très peu monté, hein, dans l'ensemble, sur les valeurs du secteur engrais. Il y a très peu de valeurs du secteur engrais, mais enfin, bon, les abonnés du Club des investisseurs en connaissent au moins une, hein, et puis j'en ai donné quelques autres dans les dossiers bonus. Il y a le secteur du raffinage aussi, hein, qui offre des opportunités. Donc, si vous êtes vraiment sélectif, si vous avez une démarche value rigoureuse pour acheter sur ces secteurs des valeurs qui sont vraiment pas chères, qui sont vraiment en bas de cycle, bon, vous aurez de très bonnes chances de succès à moyen et long terme. Malgré tout, je reste très modeste. Je vous dis, il y a à horizon de 6-12 mois, il n'y a pas de réponse parfaite. Il n'y a vraiment pas de solution miracle à la situation actuelle.